on vous présente renforcer la gouvernance locale face au changement climatique, présenté par nos conférenciers Blaine Harvey et Maxime Goulet-Langlois. Donc, je vous présente nos deux conférenciers. Blaine Harvey est professeur agrégé et boursier William Dawson au département d'études intégrées en éducation de l'Université McGill, où il dirige le laboratoire Leadership and Learning for Sustainability. Chercheur interdisciplinaire, ses travaux couvrent les sciences sociales et naturelles sur les thèmes de l'apprentissage, de la collaboration, du changement environnemental et de l'éducation au développement durable. Les recherches du Dr Harvey portent sur la manière dont les connaissances sur le changement climatique sont produites, validées et communiquées, et la manière dont le partage des connaissances peut faire avancer la justice climatique. Il est rédacteur adjoint de la revue Climate and Development et de la revue Facets. Notre deuxième conférencier, Maxime Goulet-Langlois, est chercheur praticien. Il cumule plus d'une douzaine d'années d'expérience professionnelle en développement de projets de formation continue en contexte de services sociaux et communautaires. Il termine actuellement sa thèse de doctorat au département d'études intégrées en éducation de l'Université McGill. À la croisée de la sociologie et de la pédagogie, ses recherches portent sur les infrastructures d'expérimentation et de mobilisation des connaissances en lien au champ de l'innovation sociale et des transitions socio-techniques. Par exemple, recherche et développement social, coalition, laboratoire d'innovation sociale. Il s'intéresse particulièrement aux conditions de développement de compétences en pensée critique et politique, favorisant la justice sociale et environnementale. Maxime est également chargé de cours à HEC Montréal, où il enseigne l'évaluation de programmes et à l'Université Laval, où il enseigne depuis peu dans le programme de maîtrise en action climatique. J'ai oublié de vous dire aussi de garder vos micros fermés, qu'il y aura une période de questions à la fin, mais que vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions pendant le déroulement de la présentation. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Merci, Sonia, et merci d'être venu. On est vraiment très ravis de pouvoir vous présenter les résultats de cette étude et de ce projet qui ont bénéficié des fonds d'Uranos et de l'appui et le partenariat et de l'Uranos et de l'Union des municipalités du Québec. Je vais d'abord juste... voilà. Commencer pour un peu vous décrire la structure de notre session. OK. Donc, on va commencer avec une petite introduction et mise en contexte, décrire l'approche. On ne va pas trop aller dans des questions méthodologiques, mais juste pour que vous sachiez comment procéder avec cette étude. Qui était composé de deux volets de recherche. D'abord, une revue de la littérature dont on va décrire maintenant de l'étendue de la littérature, entre guillemets, scoping review, et d'une étude de cas qui va être présentée par Maxime. On va terminer avec des conclusions et des recommandations et vous aurez la chance de poser des questions, puis on pourrait peut-être discuter davantage des résultats et des messages à tirer de ce travail. On allait aller un peu dans une activité de brise-glace, là, mais vu le temps, je vais garder ça assez succinct. Je vous inviterai juste à penser une expérience de renforcement de capacité que vous avez vécue en tant que participant ou bien d'animateur, animatrice, et de réfléchir peut-être quel a été le principal facteur clé de réussite dans cette expérience, d'après vous. Que je... le participatif. OK, donc la participation, l'engagement des participants. Je vois beaucoup de personnes qui disent oui. OK. De l'autre bord de l'équation, le plus grand défi rencontré, d'après vous, dans une expérience de même? Par l'inverse, quand il y a une seule personne qui parle et que c'est un monotone. OK, donc un peu comme on le fait ce matin. Donc, OK, donc des activités,
des démarches ou des activités de facilitation qui retiennent l'attention, qui ne le font pas, qui fait partie. On va aller plus en détail, mais combien d'entre vous, juste avec les mains, ont identifié des expériences de renforcement de capacité en ligne quand vous passiez à votre meilleure expérience? OK. Juste pour ceux qui sont en ligne, je ne vois on voit aucune main dans la salle. Juste, c'est quelque chose à remarquer quand on parle des expériences parce que ça a un lien direct avec nos discussions ici. Pour ceux et celles qui sont en ligne, je suis désolé, on aurait aimé plus pouvoir faire ça, mais vu les délais, je pense qu'on va s'avancer assez directement dans le contenu. Donc, je passe la parole à Maxime qui va un peu contextualiser l'étude dont on vous décrit aujourd'hui. Alors, bonjour. Donc, l'étude, je vais vous présenter le contexte et la méthodologie pour laquelle on a opté. Et avant d'entrer là-dedans, on voulait juste présenter une petite définition donc des renforcements des capacités, c'est-à-dire une entreprise holistique qui comprend le développement des aptitudes, des relations et des valeurs qui permettront aux organisations, aux groupes et aux individus d'améliorer leur performance et d'atteindre leurs objectifs de développement. Il comprend le renforcement des processus, des systèmes et des règles qui influencent les comportements et les performances collectifs et individuels, ainsi que l'amélioration des compétences techniques et la volonté des personnes à assumer de nouveaux rôles et à s'adapter à de nouvelles exigences et situations. Donc, on voit que ça comporte plusieurs facettes et nous allons explorer certaines d'entre elles à travers notre étude de cas. Donc, d'emblée, qu'est-ce qui a motivé notre recherche? Et cette étude de cas, c'est le fait que l'action climatique se manifeste ultimement à l'échelle locale et que les gouvernements locaux ont donc un rôle très important à cet égard et que le renforcement des capacités est une composante essentielle pour confronter la complexité et les incertitudes, mais ce n'est pas toujours une composante qui est conceptualisée très explicitement. Et ça explique qu'il y a peu de données ou de cadres analytiques dans la littérature qui permettent de trouver les bonnes pratiques pour justement développer des formations pour les gouvernements municipaux. Et ça crée donc des limites ou des obstacles à la possibilité de développer ces nouvelles initiatives de renforcement des capacités. Et donc, en vue de combler ce déficit de connaissances, on a décidé de faire une étude de cas sur le parcours de formation en action climatique de l'Union des municipalités du Québec, parce que ça ferait une occasion très située, très ancrée, de pouvoir enrichir l'initiative elle-même et son développement, ainsi qu'une contribution à la littérature scientifique. Donc, tout à l'heure, Blaine a présenté les objectifs au début, là, mais ici, c'est donc l'objectif central, c'est d'améliorer la pertinence et la qualité des initiatives de formation continue en matière d'adaptation au changement climatique offertes aux élus et aux employés des gouvernements municipaux au Québec. Et puis, le premier volet, donc, c'était une revue de littérature, une revue de l'étendue de la littérature, et le deuxième volet, étude de cas. Et en quoi consiste donc cette initiative qui fait l'objet de l'étude de cas? Eh bien, c'est un parcours de formation qui s'intitule Relever le défi climatique, pensée globale, agir municipal, qui se trouve sur la plateforme pour le climat. C'est un parcours qui a été élaboré à travers le financement associé à une mesure du plan pour une économie verte 2030 du gouvernement du Québec. Et le parcours comprend 5 modules et chaque module comprend une activité webinaire et une activité capsule d'auto-formation interactive d'une durée d'environ 50 minutes asynchrone. Donc, on peut consulter la capsule au moment de notre choix.
Et il y a des thématiques comme, c'est-à-dire celles que vous voyez ici, différentes pour chacun des modules. On va revenir dans le détail de tout ça plus tard. Et la méthodologie, donc la structure de la recherche, ça a été une étude de cas exploratoire aux méthodes mixtes. Et en particulier, on a opté pour une approche évaluative, donc axée sur l'usage. Donc, l'objectif, c'était pas simplement de cadrer la recherche à partir des données dans la littérature et de produire un rapport et donc des résultats de recherche qui parlent surtout à des communautés de chercheurs, mais de vraiment essayer de faire le pont entre les besoins des partenaires, des parties prenantes et d'en même temps générer des connaissances pertinentes d'un point de vue scientifique. Donc ça s'est traduit par exemple par une sélection des objectifs de la recherche en fonction des usages prévus par les partenaires. Et on a eu plusieurs moments d'adaptation et de révision des objectifs et des aspects méthodologiques au fur et à mesure. En fait, au tout début, c'était supposé être une toute petite étude de cas exploratoire et puis finalement, on a flyé de septembre 2023 au mois d'août 2025. Donc voilà, et je mentionne simplement au passage que, entre autres, on a produit une trousse d'évaluation pour l'Union des municipalités du Québec qui comprend des outils pour faire du suivi et évaluation sur les activités de formation. Donc c'est un exemple de résultat ou de retombées qui a été généré. Si vous avez des questions sur différents aspects, on pourrait y revenir à la période de questions. Donc, je repasse la parole à Blaine pour l'aspect revue de littérature. OK. Puis j'essaie juste de déplacer ce Oui, c'est vraiment bloc un peu. Voilà. Pardon. Pardon. Euh, pardon. Voilà. Et donc, comme Max l'avait souligné, le point de départ, c'était vraiment une initiative sur le renforcement de capacité des acteurs municipaux sur l'adaptation au changement climatique dans un contexte où il y avait très peu d'évidence antérieure de ce qui fonctionne bien, surtout dans le domaine de l'apprentissage en ligne et de l'apprentissage entre pairs en ligne. Et donc, un point de départ qu'on avait voulu, là où on avait voulu commencer, c'était de mieux comprendre ce qui existe dans la littérature, non seulement au Québec, mais sur un champ plus vaste. Donc, on a commencé avec une revue de l'étendue de la littérature pour voir est-ce qu'il y a des leçons qu'on peut tirer des expériences d'ailleurs qui pourraient alimenter notre évaluation et les dialogues nos discussions avec nos partenaires et à Ouranos et à l'UMQ. Je ne vais pas trop aller en détail, mais juste pour pour vous montrer, il y en a qui vont peut-être reconnaître ce genre de diagramme. On était allé creuser dans 4 bases de données pour faire ça. C'est Scopus, Web of Science, pourquoi c'est parmi les plus connus. Mais on est aussi allé vers Erudite et Percé pour avoir de la littérature en langue française et on espérait avoir des cas du Québec pour vraiment localiser un peu plus. Et on a beaucoup insisté sur l'inclusion de la littérature grise, qui est souvent, pas utilisée dans ces genres d'études ou de revues, mais que pour nous, on se disait, il y a énormément de travail qui se fait à l'extérieur des contextes académiques, qui reste très important. Et donc, on a insisté sur les inclure. On a commencé avec au-delà de 4000 records qui ont été inclus là-dedans, mais en fin de compte, il n'y en a que 56 qui ont été retenus. La majorité du temps, c'est parce que l'objectif des études n'est pas sur le renforcement de capacité. Le renforcement de capacité est mentionné et parmi les recommandations dans ces études, mais il y a très peu d'analyse sur comment est-ce que ça fonctionne, quel est le design, quels sont les résultats, à quel point est-ce que des approches X, Y fonctionnent effectivement pour telle ou telle audience, etc. Remarquable, malgré nos efforts, 0 record retenu en français et que 2 ressortant de la littérature grise. On pourrait revenir à cette discussion-là. Mais là, juste pour vous présenter
très rapidement un portrait de la littérature sur le renforcement de capacité dans le domaine de l'adaptation au changement climatique. Et ça, c'est au-delà des formations en ligne. On a vu vraiment le nombre très restreint de records et d'exemples de formations en ligne. On est allé, on a inclus les formations en présentiel. Donc, d'abord, qui reçoit des formations, des renforcements de capacité? Voici vraiment, je m'excuse, les images sont en anglais parce que c'est pour publication qui va bientôt être soumise. Le Canada figure parmi bon, les pays les plus étudiés dans ce domaine. Vous allez voir qu'il y en a plus que le nombre de records de papiers qui ont été analysés parce qu'il y a plusieurs études qui touchent sur plusieurs pays à la fois. Mais ce qu'on remarque qui devrait être souligné, aucune étude provenant aussi dans le Québec répondant aux critères d'inclusion. Donc, vraiment un gap qu'on a remarqué dans la littérature pour la province du Québec. Et aussi, pour ceux qui travaillent, font de la programmation à l'international, une représentation très faible des pays les moins avancés, même en tenant compte du fait qu'on parle souvent de l'importance de cibler ces pays-là. Il n'y en avait que 2 qui ont été étudiés plus que 2 fois, plus qu'une fois, pardon. Les îles Solomon et le Mozambique. Et donc, encore une fois, ça, c'est un résultat qui nous a surpris, vu le discours qu'on entend dans les négociations et chez les bailleurs de fonds de l'importance de cibler ces pays-là. Deuxièmement, au niveau de qui, on parle souvent de ne pas cibler des municipalités, des acteurs, des décideurs municipaux en isolation. Dans la grande majorité des fois, on voit des processus qui sont à multi-échelle et multi-acteurs. Et cela, ça nous semble important parce que ça veut dire qu'on voit l'importance d'avoir cette approche holistique qui cherche à explorer les liens entre les échelles de gouvernance, entre différents acteurs, les décideurs, avec le secteur privé, avec les OCB, avec les citoyens, etc. Et ça devient très important. Il y a quand même quelques études qui cherchent à isoler puis créer si on peut dire, des espaces de discussion qu'on peut protéger qui donne la possibilité de discuter avec les portes fermées, de voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qui pourrait offrir des avantages aussi. Donc, la capacité à faire quoi? Qu'est-ce qu'on renforce? Quelle sorte de capacité est-ce qu'on renforce? Ou dans quel domaine d'action est-ce qu'on cherche à renforcer les capacités? Pour cette partie de l'analyse, on est allé vers les dimensions du Global Goal on Adaptation, qui a été encore négocié dans les 2 dernières COP et qui est très actuel, et de voir à quel point est-ce que les activités touchent sur les dimensions, les thèmes qui sont identifiés au assainissement, infrastructure, écosystème, etc., etc., comme étant prioritaire dans le Global Goal on Adaptation Objectives. Je ne connais pas la traduction. Français comme langue seconde, je m'excuse d'avance. Mais on voit une très, très forte présence d'initiatives qui ciblent l'eau et l'assainissement, l'infrastructure, mais et peut-être parce que c'est le focus sur les municipalités à l'échelle locale, on voit moins sur l'agriculture, par exemple. Et l'héritage culturel qui demeure très, très absent dans le travail à date. Donc, assez important à souligner. D'autres domaines prioritaires qui ne se retrouvent pas dans les 7 thèmes du GGA étaient la gestion des risques de catastrophes d'inondation. Beaucoup d'exemples qui focalisent sur ça. L'adaptation côtière, la gouvernance et planification générale. Et j'ai été un peu surpris, la gestion forestière, mais c'est au niveau des petites municipalités qui sont vraiment sur les bords de forêt,
surtout, on peut parler du contexte du Québec où il y a des questions à ce sujet pour les risques de feu. Et donc, quelle capacité plus spécifiquement? Qu'est-ce qu'on leur apporte à mieux faire, si on peut le dire de même? Resilience by Design, qui est une initiative basée à l'université à Royal Roads dans l'ouest du Canada, a sorti il y a quelques années un cadre de compétences. Et donc, on essaie de coder les exemples des objectifs de formation selon ce cadre conceptuel-là pour voir qu'est-ce qui reçoit le plus d'emphase dans ces formations, dans ces initiatives. C'est peut-être pas surprenant que le planning puis la mise en œuvre de projets et des actions climatiques demeurent la force la plus importante. Et ce qu'on remarque aussi par la suite, c'est il y a moins sur la compréhension de qu'est-ce que ça veut dire s'adapter, euh, moins sur les questions et les approches de leadership qu'on reconnaît comme très important, mais que c'est peut-être euh, on croit peut-être que ce sont déjà des leaders et donc ils n'ont pas besoin d'appui pour savoir comment bien être leader. On pourrait en discuter davantage si la justesse de cette conclusion. Et pas mal de focus sur les éléments de base, donc la science et vraiment euh, la compréhension des bases d'informations sur l'adaptation. Et on va revenir sur ça dans le domaine de notre étude de cas. Là, on rentre peut-être dans des aspects qu'on trouvait dès le départ que c'était moins exploré. C'est comment. Quelles sortes d'approches sont utilisées? De plus en plus, on voit que ce sont des approches qui sont axées sur, et ça revient à l'activité de départ, euh, qui sont dynamiques, qui cherchent à créer des dialogues ou de la coproduction du savoir et non du transfert de connaissances qui deviennent de plus en plus importants. Selon nous, comme euh, chercheurs dans le domaine de l'éducation et l'apprentissage, c'est une bonne chose, ça nous semble très important. Je pense que ça reflète l'expertise existante des participants. Ce ne sont pas des personnes qui sont en maîtrise ou dans des cours à l'université, mais plutôt des professionnels qui cherchent à avoir des expériences qui sont ancrées dans leur domaine professionnel et qui puisent et qui touchent sur leurs expériences. Donc, le fameux workshop demeure vraiment l'approche le plus utilisée, tandis qu'on a de plus en plus, on voit des expériences, des approches avec l'apprentissage expérientiel, donc la mise en œuvre, l'expérimentation, les labos et la recherche-action participative qui figurent de temps en temps parmi les exemples. Seules 2 sur 56 études décrivent l'utilisation d'approches de renforcement de capacité uniquement en ligne. Donc, ça demeure très, très minime. Dans sa galerie. Ça demeure, même dans ce cas-là, c'était une période d'inclusion pendant la pandémie, où il y avait plusieurs études qui ont dû aller en ligne, pas parce que c'était prévu. Les principaux facteurs favorables et les obstacles, et c'était juste pour conclure. Oups. Donc, on voit que les forces motrices pour ces genres d'initiatives, c'est la participation, la coproduction, l'utilisation d'approches de facilitation qui cherchent à amener les gens ensemble, mais aussi l'interaction. Donc, déjà des exemples qu'on a. Une perspective à long terme systémique et intégrative qui cherche à inclure. Et voilà cette approche multi-échelle, multi-acteur, on voit l'importance qui sont là-dedans. Au niveau des systèmes, c'est vraiment le leadership, la volonté politique et la collaboration interinstitutionnelle qui devient très important et on pourrait revenir sur ça dans l'étude de code dont on discute. Là, les obstacles, c'est souvent relié au temps disponible
à la priorisation institutionnelle et la complexité, les défis de vraiment d'offrir des formations qui peuvent capturer et vraiment bien intégrer la complexité des défis que font face les décideurs à l'échelle municipale. La fragmentation au niveau gouvernance, politique, institution demeure vraiment l'obstacle clé pour bien offrir cette approche intégrée à l'intérieur. Et pour conclure, quels sont les impacts les plus cités? C'est vraiment le renforcement de capacité, les renforcements de partenariats, les impacts sur les politiques, la prise de décision, les nouvelles connaissances, etc. Et dans quelques cas, une augmentation en termes d'équité, d'inclusion et de pertinence locale de l'action climatique. Mais ça demeure, c'était pas très central, j'avoue. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Juste pour souligner, très peu d'évidence disponible en français, très limité sur les données en ligne ou hybrides, mais on voit un accent croissant sur la coproduction et les processus multipartis. Très peu d'informations sur les stratégies, les détails des stratégies pédagogiques qui ont été empruntées. Et pour nous, ça demeure quelque chose de vraiment un défi pour s'inspirer de bonnes pratiques si on n'inclut pas des détails de comment est-ce que ça a été fait. Et en même temps, sur des évaluations de l'efficacité des approches pédagogiques, on a très peu d'informations. Ce qui nous porte à conclure qu'on est toujours dans un contexte où on n'a pas une base très solide pour la conception ou l'évaluation de futurs programmes, surtout ici au Québec. Dans ce contexte-là, on passera à l'étude de cas pour voir à quel point on a tenté de combler ces défis-là. Alors, on a conduit la revue de littérature en même temps. La revue de littérature a chevauché la collecte de données empiriques et au fur et à mesure où on avançait, on se rendait compte que en fait, les données empiriques qu'on allait avoir étaient quand même importantes. Donc, c'était quand même important de pouvoir avoir une perspective ancré. Donc voici, ça c'est l'interface du premier module de la plateforme en ligne. Donc ça ressemble à ça. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le parcours de formation qui fait l'objet de notre étude de cas compte 5 modules. Chaque module comprend un webinaire et une capsule d'auto-formation. Pour l'instant, donc notre étude a porté sur les modules 1 et le module 2. À cause qu'il y a eu des délais, tout à l'heure, je vais vous en parler dans la diffusion des modules. Mais il y a ces 5 modules-là qui sont prévus. Et puis, les questions à partir desquelles on a interrogé cette initiative de formation ont été les suivantes. Donc, quelles sont les caractéristiques de cette formation et comment se déroule le processus de développement et d'implantation? La deuxième, quels sont les profils des personnes apprenantes et quels sont leurs besoins d'apprentissage en lien au changement climatique? Cet aspect-là est particulièrement important à la lumière de la littérature parce que ce qu'on remarque, c'est que comme c'est des initiatives multiniveaux avec de multiples parties prenantes, c'est très difficile d'isoler les besoins en apprentissage des élus locaux ou bien des employés des municipalités, alors qu'on on a besoin de ces informations-là pour développer des initiatives de renforcement des capacités bien adaptées. Troisième question, dans quelle mesure cette initiative de formation est-elle efficace en matière d'acquisition et d'application de nouvelles connaissances? Et finalement, dans quelle mesure cette initiative de formation est-elle cohérente avec les caractéristiques du contexte d'implantation et les besoins des personnes apprenantes ciblées? Alors, donc, c'est une étude aux méthodes mixtes, une étude de cas avec plusieurs sources de données. On a créé un sondage pré-formation, post-formation, des entretiens semi-dirigés. On a aussi fait des observations des webinaires et on a aussi analysé la structure de la plateforme sur laquelle on consulte les modules de formation.
Et on a regardé des documents organisationnels et on a consulté les données de participation générées par l'Union des municipalités du Québec. Et on a développé pour analyser nos données un modèle qui est adapté du modèle de Kirkpatrick sur la formation continue, formation professionnelle. On n'entrera pas aujourd'hui dans le détail de tous les indicateurs et choses associées aux différents niveaux, mais en gros, il faut comprendre donc le niveau 0, c'est vraiment le contexte et son implantation. Ensuite, on regarde la réaction. Donc, typiquement, dans la réaction, c'est la réaction des participants par rapport à leur expérience de formation. Donc, des sondages de satisfaction correspondent, par exemple, à ce niveau. Ensuite, le niveau 2, c'est l'apprentissage. Donc, quelles sont les connaissances qui ont été acquises, comment ça a généré des nouvelles attitudes, par exemple. Troisième niveau est le comportement, donc la mobilisation des connaissances, leur mise en application. Et finalement, en fait, le quatrième niveau est celui des résultats, donc quels sont les effets plus à moyen terme ou à long terme, plus les effets plus tangibles. Et finalement, à la lumière des niveaux 0 à 4, on fait une analyse dans le niveau 5 de la cohérence et de la pertinence de l'initiative de formation. Quelques éléments très rapidement sur le niveau 0 pour situer le contexte. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une initiative qui découle du plan pour une économie verte 2030. Les destinataires, donc la catégorie englobante qui a été utilisée, c'est personnes élues, employées et gestionnaires des municipalités québécoises. Et les objectifs, c'était d'accroître le niveau de littératie climatique, de sensibiliser à l'importance de la lutte au changement climatique et de faciliter l'action climatique municipale avec l'idée sous-jacente qu'évidemment, si les élus sont informés et sensibilisés, ils vont coopérer et prendre des décisions qui vont faciliter la mise à l'échelle et l'implantation des initiatives. Les parties prenantes étaient les suivants. Donc, il faut quand même noter que c'est une initiative de formation à relativement petite échelle, mais il y avait beaucoup de parties prenantes impliquées. Donc, l'Union des municipalités du Québec, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Ouranos, WSP, Humans, qui est la firme qui a créé les capsules d'auto-formation, donc qui prenait les contenus et les transformait en capsules technopédagogiques, donc des experts de la technopédagogie, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. L'échéancier prévu pour ce projet était de, grosso modo, élaborer et diffuser les 5 modules sur 2023 et 2024. En ce moment, les modules 1, 2 et 3 sont disponibles, mais les modules 4 et 5 ne le sont pas encore. Et ce qui explique, donc d'un point de vue de l'analyse de l'implantation, les délais, c'est entre autres le lancement par le gouvernement provincial du programme Accélérer la transition climatique locale, et la mise sur pied d'un service d'accompagnement pour la réalisation des plans climat. Donc, l'UMQ a obtenu un nouveau mandat et essayé d'arrimer les différentes activités de renforcement des capacités ensemble. Donc, ça a généré des délais. Il y a aussi eu, par exemple, de nouvelles ressources disponibles comme le guide d'élaboration d'un plan climat par le ministère de l'Environnement ou bien le guide qui a été élaboré ici à Ouranos pour l'adaptation municipale. Il y a aussi eu une refonte complète du module 3 pour prendre en considération toutes ces nouvelles variables dans l'espace d'apprentissage des personnes destinataires du parcours de formation. Il y a aussi eu du roulement de personnel au sein de l'Union des municipalités du Québec et il y a eu dernièrement, en fait, dernier facteur, un délai dû à l'interdépendance de tous ces parties prenantes-là qui étaient impliquées dans l'élaboration du parcours. Donc, ce qu'il faut retenir, entre autres, et on va revenir sur ça dans la conclusion tout à l'heure, qui devrait arriver bientôt, c'est qu'il y a un contexte très émergent qui crée de l'incertitude, il faut s'adapter et on est donc
dans ce contexte, on va tirer des conclusions à partir de cette mise en perspective. Donc, quelles sont les données de participation générées par l'Union des municipalités? Grosso modo, 349 personnes inscrites et en particulier, environ, ici c'est approximatif, je n'ai pas les dernières, les données les plus à jour, mais environ 15% de personnes élues, 50% de personnes des municipalités. Et ce qu'on voit, c'est qu'étant donné, en fait, les difficultés liées à la diffusion et au développement, donc les délais, l'engagement, donc l'inscription, n'a pas cru d'un module à l'autre. Et donc, c'est principalement de cette manière-là qu'on l'explique. Et donc, à partir de nos propres données, ce qu'on remarquait, donc, quand on triangulait nos sources de données, en particulier les sondages, c'est que l'expérience entre les contextes municipaux et les profils des apprenants sont très contrastés. Donc, par exemple, il y a 43% des répondants qui disent faire face très souvent aux enjeux, c'est-à-dire peu souvent, parfois ou rarement aux enjeux de changement climatique, tandis que 46% disent y faire face très souvent. Donc, on soulève ça parce que ça veut dire qu'il y a des profils et des besoins d'apprentissage potentiellement extrêmement variés, alors que initialement, on est parti avec une catégorie de destinataires. Ensuite, la perception du support organisationnel sur l'acquisition des compétences sur les changements climatiques est très variable. Et la quantité de formations suivies par personne est aussi très variable. Par exemple, 64% des répondants suivent peu ou très peu de formations, donc moins de 3 durant les 3 dernières années, tandis que 26% ont suivi 3 ou 5 formations et 10% 5 et 10 formations. Donc, on a des profils très experts, des profils très débutants, si on veut, ou en fait, qui suivent peu de formations. Alors, on va devoir passer assez rapidement. Ce qu'on a décidé de faire, donc à partir de toutes les données qu'on a récoltées et analysées, c'est de créer 2 personas, donc 2 profils types, des personnes qui ressortaient clairement dans nos données et de comprendre à partir de ces 2 perspectives les différents niveaux d'analyse que je vous ai présentés plus tôt. Et les 2 profils types donc, sont une élue sensibilisée et proactive, qu'on a nommée Lucie, non fictif, c'est simplement... et cette personne, donc, environ 50 ans, de 4 à 10 années d'expérience, a des fonctions au niveau municipal à temps partiel. Sa municipalité a déjà dû faire face à plusieurs aléas climatiques, à un niveau de littératie climatique moyen, met beaucoup d'emphase sur les relations interpersonnelles pour les dynamiques d'apprentissage et surtout, très important, complète les formations de façon complètement bénévole et volontaire. Donc, il n'y a pas d'environnement qui rend les formations clairement, il n'y a pas d'incitatif très, très structurel clair. Et le deuxième profil, donc, c'est une personne professionnelle en environnement, 47 ans, entre 8 et 20 années d'expérience, un poste qui est assez directement lié à l'environnement ou au changement climatique, qui supervise des équipes, qui est habitué à mobiliser des connaissances et qui a un niveau de littératie, somme toute, littératie climatique, somme toute, très avancé. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que le profil de destinataire et l'objectif du parcours de formation ne cadre pas vraiment avec les profils que nous, on a documentés. Ceci étant dit, il y a tout de même toute une série de retombées intéressantes à soulever. Ouais, oui, on va sauter au niveau. Et donc, par exemple, au niveau 1, donc la réaction de ces personnes apprenantes par rapport à leur expérience. En général, la formation est considérée comme très pertinente et les contenus sont assez ou très utiles dans l'exercice de leur fonction et le format en ligne est très adéquat.
En même temps, donc les aspects suivants ont été appréciés, les vidéos, les exemples, les aspects interactifs. Donc, évidemment, les aspects interactifs et vidéos revenaient beaucoup comme étant ce qui était apprécié. Et le type de personnes associées, les personnes associées à ce profil insistaient par contre clairement, je ne suis pas le profil cible de cette formation parce que ce sont des personnes déjà sensibilisées avec un niveau de littératie déjà relativement avancé. Tandis que du côté de Jeanne, de la professionnelle en environnement, la réaction était, j'apprécie le fait que la formation provient de sources crédibles, donc ça c'était très important. Les conférencières inspirent la confiance, les capsules sont bien faites, la durée est adéquate, ainsi de suite. Et on voyait qu'il y avait vraiment une fonction de légitimation de leur travail qui était en fait très important. Par exemple, une personne a dit, je me sens backé. C'est pas que j'apprends beaucoup, mais je me sens que ça me soutient et ça me donne des ressources. Dans ce profil-là, les gens ajoutaient également qu'ils n'étaient pas, selon elle et eux, le public cible de la formation. Ici, je nommerai seulement, en fait, on va passer au niveau 2. On pourra revenir aux différents aspects des niveaux si on a le temps pour les questions. Donc, le niveau 2, c'est celui des connaissances acquises. Dans les deux cas, comme vous voyez, les gens ne se souvenaient plus trop exactement de ce qu'ils avaient appris dans ces modules-là en particulier, parce que plusieurs personnes qui ont participé à l'étude suivent plusieurs formations avec plusieurs sources différentes. Et comme il y avait eu des délais, bon, c'était pas facile. Cependant, au niveau des attitudes, donc les gens mentionnaient, par exemple, du côté de l'élu sensibilisé, que ça leur donnait confiance, ils se sentaient motivés à la lutte au changement climatique, qui comptaient participer à plus d'activités et qu'ils avaient quand même acquis, donc passablement, à beaucoup de connaissances. Donc ça, c'est très concret et on n'a pas le temps d'entrer dans ça aujourd'hui, mais dans le rapport qu'on génère, même si le public cible n'a peut-être pas été suffisamment atteint, on voit bien qu'on a beaucoup plus d'informations sur les besoins et les profils de publics qu'on pourrait potentiellement cibler pour le renforcement des capacités de manière complémentaire au public qui était ciblé ici par le parcours de formation. Finalement, au niveau du comportement, il y a eu relativement peu de choses qui étaient soulevées, mais sinon que pour les élus sensibilisés, la possibilité d'endosser un nouveau rôle de sensibilisation et d'engagement des élus. Donc ça, c'est quand même assez significatif de communiquer plus facilement. Sinon, du côté de la personne professionnelle en environnement, c'était beaucoup pour compléter des activités de mobilisation de connaissances, donc des stratégies, par exemple, discursives, ou avoir à portée de main des statistiques utiles pour former les élus au sein de leur municipalité, ce genre de choses. Au niveau des résultats, il n'y avait, somme toute, pas encore de résultats à ce stade-ci parce que c'est en cours d'implantation. Et donc, est-ce qu'on... ouais, je pense qu'on va sauter aux recommandations. Et donc, les recommandations qu'on tire de cette étude de cas, c'est d'accroître et de raffiner les connaissances disponibles sur les profils et les besoins en apprentissage des populations ciblées. Donc, ça, c'est pas seulement... on parle ici, oui, potentiellement au niveau de l'Union des municipalités ou des parties prenantes dans l'étude de cas, mais il faut le voir d'un point de vue sectoriel. Donc, même dans la littérature, il n'y a pas beaucoup de connaissances à cet égard. Donc, c'est une contribution qui doit être faite et ce serait très intéressant d'élaborer, par exemple, une typologie des profils et des besoins d'apprenants en matière d'action climatique au niveau local, par exemple. Ce serait très pertinent. Deuxième recommandation, c'est de clarifier la stratégie et les objectifs de formation en fonction du contexte général et des besoins spécifiques des apprenants ciblés. Donc, par exemple, de créer une théorie du changement et de réfléchir quels sont les impacts qu'on voudrait voir advenir et ensuite, donc, rétro-créer les initiatives de formation à partir d'une stratégie de cet ordre.
Troisièmement, piloter les activités et opter pour des formats modifiables et itérables avant de créer des formats définitifs. Donc, par exemple, opter pour des webinaires, récolter des connaissances sur les profils et les besoins, opter pour une communauté de recherche, même chose, et ensuite utiliser ces connaissances-là pour créer des formats qui sont un petit peu plus définitifs. Ce serait une stratégie, surtout dans un contexte d'émergence où il y a l'apparition de nouveaux facteurs au niveau des politiques publiques, par exemple. Et finalement, impliquer les destinataires dans la conception et la validation des activités de formation. Donc, par exemple, avoir un comité de personnes qui représentent les profils visés. Voilà. Merci. Je ne sais pas si Blaine, tu voulais... On va arrêter là pour le temps de 2 ou 3 questions parce que je pense que c'est tout ce qui nous... Merci beaucoup, Blaise et Maxime. On a 3 questions dans le chat. Je voulais savoir s'il y avait des questions dans la salle avant de passer. OK. Dans la salle, on avait au début, là, pour Blaine, quand tu disais qu'il n'y avait rien qui avait été publié en français, une personne a demandé pourquoi publier en anglais vos résultats alors qu'on dénote le manque de littérature en français. Bonne question. Et d'abord, on a un rapport qui va être qui est en rédaction finale, qui a été rédigé en français. Et on écrit, bon, ce sera préparé, l'article revu par les pairs sera traduit afin d'être disponible dans les 2 langues. C'est bon, merci. Mais le rapport qui est destiné à UNQ et à l'Uranos est en français. Merci. Ensuite, il y avait une autre question, toujours pour Blaine. Comment avez-vous accédé à la littérature dite grise? Pourriez-vous, pour fin de compréhension, donner un exemple d'étude dans chacune des catégories? OK. Donc, la littérature grise, telle que les rapports techniques, etc., on utilisait Google Scholar. Et il y a une approche qui a été développée, en fait, par James et Leigh Ford, que vous connaissez peut-être. On est allé vers leur approche. C'est de prendre les 10 premières pages en utilisant les mêmes mots-clés, puis de vraiment se focaliser sur les 10 premières pages de ça. Ensuite, Max a eu le travail à télécharger, à tout mettre dans Zotero, c'est beaucoup plus ardueux comme activité, mais ça vaut la peine, même si on a retenu. Ça nous a donné une perspective sur, par exemple, ce sont les ONG, les grandes boîtes de consultation, etc., qui sortent des publications là-dessus. Moi, ça m'a beaucoup surpris qu'il n'y a pas plus qui a été retenu. Mais ce qu'on retrouve là-dedans, c'est souvent au niveau de détail. Ce qu'on cherchait comme critère d'inclusion, c'est que ça permet que les rapports fournissent suffisamment de détails pour pouvoir comprendre le déroulement et les résultats. Et souvent, dans ces rapports-là, c'est peut-être une invitation pour les collègues qui sont ici, d'avoir dans les annexes les détails des démarches qui ont été suivies pour que les recherches qui vont de plus en plus chercher à inclure ces genres d'études, que ça soit là, parce que souvent, c'est des résultats, mais les gens se focalisent sur, il ne faut pas dépasser 8 pages parce que les gens ne vont pas le lire après 8 pages. Les annexes puis les documents supplémentaires, ça peut vraiment nourrir les bases de données comme ça. La dernière question, est-ce que vos résultats intègrent les formations sur les impacts sur la santé des changements climatiques? Non. Comme catégorie séparée, non. Et je remarque que dans le GGA, il y a pas, santé n'était pas parmi les 7 objectifs. Me semble étonnant que c'est pas. Mais en même temps, ça n'a pas paru parmi c'est peut-être au niveau échelle, mais local, ouais, c'est une bonne question. Il faudrait qu'on revienne dans nos 56 exemples pour revoir à quel point le domaine du santé a été vraiment touché ou pas. Merci beaucoup. On a un commentaire comme quoi on te félicite pour ton anglais de seconde langue. Félicitations, merci beaucoup. Il y a encore des questions, mais on est rendu à 11 heures. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.